Le ratio price to book value, le critère value par excellence. Si toi aujourd'hui tu es un investisseur qui veut battre le marché grâce à une stratégie value, c'est impératif que tu maîtrises certains ratios d'analyse fondamentale et dans le lot il y a forcément le price to book, en français prix sur actif net ou prix sur valeur comptable, qui est quand même un critère value par excellence car on va vraiment se concentrer sur la valeur tangible d'une société pour évaluer si elle est sous-cotée ou surcotée. Donc c'est essentiel que tu connaisses bien ça, que tu maîtrises le price to book. Et ça tombe bien car dans cette vidéo, je vais vraiment te faire un guide de A à Z. Tu vas tout comprendre. À la fin de cette vidéo, si tu la regardes entièrement, tu comprendras, tu maîtriseras le price to book. Donc en français, comme je l'ai dit, ça veut dire le prix sur ActiveNet, ou on pourrait aussi dire le prix sur valeur comptable, c'est la même chose. C'est simplement le prix d'une société, donc sa capitalisation, divisé par la valeur de ses actifs nets, divisé par sa valeur dite comptable. Donc la valeur tangible, entre guillemets, qu'une société a, même si c'est pas défini que par du tangible, mais en gros c'est de manière comptable la valeur. Donc on va rentrer sur ça plus en profondeur, ne t'inquiète pas. Donc déjà, petit rappel sur la capitalisation, donc c'est simplement le prix d'une société si on voulait l'acheter à 100%, donc on peut refléter ça par le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions qu'il existe sur le marché. Donc par exemple, si tu étais un milliardaire qui voulait acheter le groupe TF1, ça te coûterait 1,84 milliard d'euros, donc c'est le prix de la société, sa capitalisation. Tout simplement, je pense que tu connaissais ça tout de même. Et du coup, l'actif net, là, c'est quand même un petit peu plus compliqué. C'est tous les actifs d'une société moins ses passifs, autrement dit, ses dettes. Donc, en d'autres termes, c'est ce que vaudrait une société si elle faisait faillite, si on la fermait entre guillemets. Si demain on a une société qui fait faillite, eh bien, on va pas abandonner tous les véhicules, tous les bâtiments et toute la trésorerie, on va pas acheter tout ça à la poubelle. On va le propriétaire, en tout cas, va récupérer ça. Même si, bon, en général, quand elle fait faillite, c'est qu'il y a trop de dettes, mais enfin bref, eh bien, ce qu'il va rester de vraiment tangible, c'est l'actif net. Donc, je te prie un petit exemple que j'ai créé, simplissime, pour que tu comprennes. Imaginons une société de cupcakes, qu'on va appeler Tortue Cupcake pour faire un clin d'œil à la chaîne, qui serait valorisée, imaginons, à 180 000 euros. Donc bon, ce serait pas coté en bourse avec cette valo, mais c'est pour que ce soit plus simple qu'il y ait moins de zéro. Donc, imaginons que les actifs de la société, c'est 4 voitures, 10 machines à cupcake, un local pour fabriquer le tout, plus 100 000 euros de cash, de liquidité sur le compte en banque de la société. Et ensuite, les passifs, c'est 150 000 euros de dettes qui a été contractées pour, imaginons, acheter le local à la base. Et bien après, on va juste se demander de combien est l'actif net. Donc bon, j'imagine que tu n'as peut-être pas eu l'occasion, le temps de faire ça de tête, mais du coup, c'était les 40 000 des voitures, plus les 20 000 des machines, plus 200 000 pour le local qui est possédé, qui n'est pas loué, plus 100 000 euros de cash, donc ça fait 360 000 euros d'actifs, mais on a aussi une dette de 150 000, donc on l'enlève, on fait 360 moins 150, et on obtient 210 000 euros d'actifs net. C'est ça l'actif net, donc on pourrait se dire que l'entreprise, en termes comptables, vaut 210 000 euros, pas plus, pas moins. Donc si on a dit qu'elle était cotée avec une capitalisation, un prix de 180 000, alors on va, pour avoir le price to book de Tortue Cupcake, on fait 180 divisé par 210, donc la capitalisation d'un côté, les actifs nets de l'autre, et on obtient un price to book à 0,86. Donc là, ça voudrait dire que la société a un prix de cotation inférieur à ses actifs nets, c'est sa valeur comptable. Donc selon la théorie, ce qui est assez logique, si on a un price to book qui est inférieur à 1, on est une société qui est considérée comme sous-valorisée. Si le price to book est à peu près égal à 1, donc 0,95, 1,1 ou même 1,2 imaginons, c'est considéré comme normalement valorisé. Et si on est au-dessus de 1, on est à 1,5, 2 et plus, là c'est, selon la théorie encore une fois, considéré comme survalorisé. Après, il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'actif net, car en soi, les actifs intangibles sont difficiles à évaluer. Forcément, si tu as la valeur d'un brevet, d'un logiciel, d'une marque, c'est présent dans le bilan comptable, c'est présent comme des actifs, c'est quand même compté, encore heureux, mais c'est quand même assez difficile d'évaluer exactement la valeur d'un brevet.
parce que le brevet il peut servir à rien ou être extrêmement utile pour la société, c'est compliqué d'estimer ça précisément. Le logiciel pareil, peut-être qu'il va se développer et être encore plus utile, adhérer chez beaucoup plus de personnes, etc. ou non. Une marque aussi, en soi il peut y avoir un scandale et le lendemain une marque a 10 fois moins de valeur. Donc bon, comment tu veux comptabiliser ça avec une valeur fixe, c'est vraiment pas facile. Donc en particulier pour une société qui serait technologique ou une société, imaginons, de luxe qui a la majorité de sa valeur qui tient sur l'image de ses marques, c'est difficile de les valoriser en termes d'actifs nets, donc ce sera pas forcément bien estimé, souvent d'ailleurs à la baisse. On a aussi le problème de l'amortissement. Donc ça, qu'est-ce que c'est? L'amortissement, si tu ne connais pas, c'est simplement le fait que lorsqu'on fait une acquisition, donc une société qui va acquérir par exemple une usine, eh bien on va considérer forcément que l'usine perd de la valeur au fil des années et des décennies. Donc chaque année, on va avoir un amortissement, ça veut dire que la valeur donc, de cet actif, de cette usine, va diminuer au fil du temps. Alors qu'en réalité, peut-être que dans la vraie vie, l'usine est toujours bien en place, elle n'a pas trop vieilli et peut-être qu'en fait, elle a peu perdu de valeur. Donc, les actifs d'une société diminuent avec l'amortissement au niveau comptable, alors que la valeur réelle, bon, forcément diminue un petit peu, c'est logique, mais pas forcément autant que ce qui est écrit sur les bilans comptables. Donc tu peux avoir une usine qui, au bout de, je vais dire des chiffres au hasard, 20 ans, a été complètement amortie, donc elle ne vaut plus rien en termes comptables, alors qu'en fait, elle est encore à peu près OK, et donc c'est de la valeur qui est réelle, mais qui n'est pas retranscrite sur les bilans comptables. On a aussi des changements comptables en fonction des pays. Donc par exemple, en Europe, on a les normes internationales d'information financière, IFRS. Aux États-Unis, c'est généralement le GAAP. Donc en français, ça donne les principes comptables généralement reconnus. Donc c'est pas exactement les mêmes systèmes, il y a des règles quand même différentes pour tout ce qui est reconnaissance des actifs, la dépréciation, l'évaluation des passifs. Donc ça peut changer l'estimation de la valeur comptable d'une société. Donc voilà, il y a quand même des différences. Et là, j'ai pris que l'Europe et les États-Unis, mais c'est aussi différent si on prend une société japonaise et dans plein d'autres pays. Donc si on compare des sociétés de différents pays, déjà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, ça complique un petit peu le ratio en termes de considération. Et puis il y a aussi des éléments qui sont tout simplement pas considérés dans les actifs nets. La liste des clients, le réseau, etc. qu'a la société, sa réputation au final voilà, autour de la société, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, le management, la qualité voilà, des employés, des gérants, du directeur, les investissements R&D, parce que forcément, si une société claque 100 millions dans la R&D, c'est de l'argent qui disparaît, qui n'est plus présent dans les actifs nets, alors que peut-être qu'en fait, cet investissement R&D va rien rapporter, et donc c'est bien que ça ait disparu de l'actif net, mais peut-être qu'au contraire, ils vont trouver un super truc, voilà, un super brevet pour la société, que ça va en fait rapporter 1 milliard, et que cet investissement va être super rentable, mais c'est pas comptabilisé en actif net, donc voilà, c'est aussi un peu compliqué à cause de ça. Donc bref, on va pas rentrer plus en détail sur les limites du price to book, mais clairement on peut en conclure que c'est quand même à utiliser avec des pincettes à cause de tout ça. Donc c'était plus utilisé à l'époque de Benjamin Graham, donc dans les années 40, 50, 60, 70, mais aujourd'hui c'est moins le cas clairement. D'ailleurs, je me suis intéressé à aller voir la moyenne des price to book des sociétés du S&P 500, donc aux États-Unis, et on est actuellement à 4,66. Et en tout cas au début de l'année 4,3, donc en gros on est autour de 4, 4,5, ce qui est quand même énorme, hein. Ça veut dire que la moyenne des sociétés aux USA sont cotées avec un prix qui est à plus de 4 fois leur actif net. Donc selon la grande théorie de voilà, ça doit être égal à 1, ça voudrait dire qu'en moyenne les sociétés US sont 4 fois surcotées, car c'est égal à 4 et non pas à 1. Donc forcément on a eu une grosse différence au fil des décennies. Dans les années 1980 ou avant, c'était plutôt le PIB moyen donc de tout le marché, c'était plutôt aux alentours de 2, donc c'était quand même ok, alors qu'aujourd'hui on est autour de 4. La raison, c'est que forcément, en 40 ans et plus, on a eu l'arrivée de la technologie. Donc on a eu beaucoup plus de sociétés qui avaient des actifs intangibles. Et comme on l'a dit, c'est assez difficile à estimer au niveau comptable. On a aussi plus le côté marque, franchise qui est présent. Il y avait quand même moins de multinationales avec des marques qu'on a aujourd'hui dans les années 70-80. Donc c'est plus présent qu'avant. Et puis en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que le marché, à l'heure où j'enregistre, est quand même assez cher.
Donc voilà, en plus ça rajoute un petit peu par rapport au prix, aux capitalisations des sociétés. Mais donc on a de toute façon un chiffre qui a changé, hein. Aujourd'hui c'est quand même très rare d'avoir des sociétés qui ont un price to book inférieur à 1, ça arrive, mais c'est sûrement plus rare qu'avant, puisque la moyenne a quand même environ doublé. Donc ce que je voulais te dire avec ça, c'est que pas de panique, si la moyenne du price to book de ton portefeuille, donc qui dit value, n'est pas inférieure à 1, comme le démontre la théorie. On pourrait dire que vu que la moyenne a doublé depuis en tout cas l'écriture du livre, enfin même plus que doublé, depuis l'écriture du livre The Intelligent Investor, on pourrait du coup dire que puisque ça a doublé la moyenne, si c'est inférieur, si on a une moyenne de ton portefeuille price to book qui est inférieure à 2, c'est plus ou moins ok, hein. C'est en tout cas, voilà, c'est pas forcément idyllique, mais ça reste normal pour un portefeuille value de pas être avec un PB, price to book, négatif. Je vais d'ailleurs te montrer mon propre portefeuille, hein. J'avais ouvert le fichier quelque part, donc je vais t'afficher ça. Et tu vas voir que moi, je me suis amusé à aller voir tous les ratios price to book de chacune de mes 14 sociétés donc, que j'ai dans mon portefeuille. Donc pour voir ça, c'est très simple, hein. Tu vas, comme je le fais dans quasiment toutes les vidéos sur Investing, tu vas voir une des sociétés que tu as. Donc par exemple, moi je vais prendre Green Brick, hop, c'est une des principales sociétés de mon portefeuille tout de même. Hop, 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 Green Brick, tu vas dans les ratios. Et directement, ça va arriver assez vite, hein. Dans les premiers ratios qui sont affichés, tu as le price to book. Donc hop, j'enlève juste mon adblock. Voilà, je sais pas pourquoi à chaque fois il se remet. Donc on va dans les ratios, price to book 1.85. Donc tu vois que là c'est quand même bien supérieur à 1. Pourtant je considère que c'est quand même une société relativement value. Et comme j'ai pu te le montrer sur mes sociétés, donc on a assez peu, même très peu je dirais, de sociétés qui ont un PB négatif. Il y a juste Pujula où c'est quasiment à 1. On a Perion, il y a une chute tellement forte récemment, bah, ça a baissé un petit peu en dessous de 1. Nexity pour le coup là c'est très largement en dessous de 1 et ça s'explique aussi par une forte baisse ces derniers mois. Et on a Molinvest où d'ailleurs on est à 0,82. Donc voilà, c'est aussi assez peu cher là pour le coup, je pense que c'est relativement justifié, hein. Enfin bref, donc la majorité elles ont pas du tout un price to book inférieur à 1 et on a une moyenne de 1,94 et une moyenne pondérée à 2,31. Donc clairement, malgré un portefeuille que j'estime value, je suis plutôt aux alentours de 2 pour le price to book. Donc forcément, ça démontre que voilà, c'est la théorie de le price to book doit être inférieur à 1. Voilà, c'est quand même un petit peu vieillot aujourd'hui avec la technologie. On pourrait plutôt dire que ça devrait être aux alentours de 1,5, voire même peut-être 2. Donc voilà, plutôt que d'essayer d'avoir des sociétés avec un price to book forcément négatif, ce qui reste un point positif, hein, bien évidemment, c'est idyllique si en plus de tout le reste, tu as un price to book négatif, bravo à toi. Mais déjà, s'il est en dessous de la moyenne du marché, c'est déjà, on va dire, positif. Et moi, comme je te l'ai montré sur mon portefeuille, j'ai une moyenne à 2,31 en considérant la pondération. Donc ça reste beaucoup théoriquement, mais quand on voit que le marché américain est à 4,6, c'est quand même 2 fois moins que le marché, pile en plus. Donc en fait, c'est ok puisque ça veut dire que mes sociétés sont quand même 2 fois moins chères en prenant le price to book que le marché. Donc c'est quand même pas mal. Et on va prendre aussi un petit critère complémentaire qui est le PER multiplié par le price to book. Donc Benjamin Graham a théorisé ça dans son livre The Intelligent Investor, je ne sais plus le chapitre, mais où il parle de multiplier le PER par le price to book, enfin le résultat du price to book, et selon lui, le résultat doit être inférieur à 22,5 pour avoir une société qui est considérée comme sous-évaluée. Donc c'est vrai que c'est un calcul qui permet de prendre en compte les deux, donc c'est plutôt pas mal. Donc tu peux aussi vérifier si ton portefeuille respecte ce critère. Donc tu multiplies le PER par le PB d'une société, tu vois s'il est en dessous de 22,5 et tu fais ça avec toutes les sociétés. Moi je me suis amusé à le faire en plus, c'est très facile puisque tu peux le faire directement sur un tableur. Et à part 4 sociétés, donc cette fois c'est l'inverse, j'avais 4 sociétés dont le price to book était inférieur à 1, cette fois-ci j'ai 4 sociétés dont le PER fois price to book est supérieur à 22,5. Et au final, toutes les autres respectent bel et bien. Donc ça veut dire que c'est quand même rassurant par rapport au price to book qui paraissait élevé de mes sociétés. Donc je t'invite aussi à faire la même chose. Au moins ça permet de prendre en compte aussi le bénéfice. Enfin le PER en tout cas.
Donc pour conclure cette vidéo, j'espère que ça n'aura pas été trop lourd, on dira que le price to book, c'est pas clairement le critère le plus important, mais c'est quand même une corde à avoir à son arc, c'est très bien de le connaître, c'est notamment très pratique si tu voulais évaluer une société qui a eu un résultat net négatif sur, imaginons un trimestre ou voilà, peut-être 2 trimestres. Je te donne un mini exemple avec mon investissement dans Nexity. Alors Nexity récemment a pas eu des résultats qui étaient négatifs, mais c'est presque le cas entre guillemets. La société faisait, il me semble de tête, aux alentours de 200 millions de résultats nets par an. Et elle est passée comme ça à cause forcément de la crise, je pense que tu es au courant, montée des taux d'intérêt, baisse de la demande dans l'immobilier, etc., surtout dans le neuf et tout. Elle a eu beaucoup moins de ventes et surtout il y a eu une hausse des coûts des matériaux de construction. Enfin bref, elle a eu des résultats pas ouf à cause d'événements exogènes et donc elle s'est retrouvée à faire seulement 20 millions de résultats nets pour l'année 2023. Donc en gros, la marge s'est écroulée, on a un résultat net qui s'est divisé par presque 10. C'est là que moi je suis rentré quand quand il y a eu ça qui a été annoncé, le dividende coupé, moi je suis rentré donc à 9,9. Aujourd'hui ça vaut 10,6. Donc si je regardais juste le PER, c'est pourri, c'est 30, car forcément on a eu des bénéfices de seulement 20 millions avec une société qui est cotée à environ 500, même 600. Donc ça paraît pas du tout value. Si on prend le ROE, c'est encore pire, on a du coup un ROE de 1%, vu que les bénéfices ont été très minces, c'est logique. Mais moi, je me suis dit que c'est quand même causé par des facteurs exogènes, qu'il y a des chances que les taux d'intérêt rebaissent un petit peu, que la demande reprenne dans l'immobilier, que Nexity se remette à faire des bénéfices plus élevés, donc pas forcément autant qu'avant, mais que ça petit à petit remonte à des niveaux similaires. Et donc, je me suis pas fié au PER ou au ROE parce que c'était absolument pourri, mais je me suis plutôt concentré sur le price to book pour le coup, qui était lu à 0,31. Donc ça m'a permis de me dire, bon ok, avec ce qui s'est passé, on a clairement un bénéfice très faible, mais ça peut revenir, car il y avait des raisons logiques. Et en tout cas, le price to book, lui, est à 0,31. Donc ça veut dire que les actifs nets de la société sont quand même 3 fois supérieur à sa valorisation. Donc ça paraissait quand même assez value, ça paraissait encore intéressant, enfin très intéressant même, sans que j'ai mis trop d'argent dessus, puisque voilà, ça reste risqué, ça reste pas habituel. Donc là c'est un exemple où j'ai quand même considéré le price to book, alors qu'en général c'est quand même beaucoup moins le cas. Donc voilà, je souhaitais te présenter ce petit exemple. Voilà, parfois le price to book c'est quand même bien l'utiliser. En l'occurrence avec Nexity il est hyper bas, donc voilà, c'est quand même très positif. Donc pour conclure, voilà, quand tu hésites sur une valeur, si tu as déjà regardé d'autres critères tels que le PER, le ROE, le debt sur equity et autres, ça peut t'aider à trancher tout simplement dans ta décision de prendre quand même en compte le cours sur ActiveNet. Donc voilà, c'était tout. J'espère que tu auras bien compris ce qu'est le price to book à présent, que tu sauras l'utiliser avec parcimonie dans tes décisions d'investissement. Et moi, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube maintenant si tu veux être tenu informé des prochaines sorties de vidéos pour toujours en apprendre plus sur l'investissement value. Allez, abonne-toi et à très vite dans de prochaines vidéos.